Salut, salut. Bonjour et bienvenue à vous tous. Et c'est la rentrée à Indo-French Hub aussi. Nous nous retrouvons après une petite pause et j'espère que vous allez très bien. Et je souhaite la bienvenue à vous, Vincent. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Et merci pour proposer ce webinaire qui va être utile à beaucoup. Vincent n'a pas besoin d'être présenté. C'est une personnalité absolument célèbre. La plupart d'entre nous le suivent sur Instagram ou apprennent de ses vidéos informatives sur YouTube. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il se spécialise dans la création de contenu en ligne axé sur l'enseignement et l'apprentissage pour étudiants et professeurs de FLE. Il a réalisé de nombreuses formations de professeurs sur les thèmes comme comment préparer les élèves aux épreuves d'ELF prime, junior et scolaire et comment réaliser une évaluation dans la classe de français. Et en tant qu'expert d'ELF-DALF, il a évalué le DELF, formé des évaluateurs et participé au jury DELF junior et scolaire. Et en 2020, il a créé French School TV dans l'objectif de former et d'aider une plus grande communauté de francophones, étudiants et professeurs du monde entier. Aujourd'hui, Indo-French Hub, en collaboration avec Vincent Bouan de French School TV, est heureux de vous accueillir pour ce webinaire intéressant. Comment trouver la problématique dans la production orale du DELF B2? Et beaucoup d'entre vous ont déjà participé à nos webinaires, ateliers et cours depuis l'année dernière. Et aujourd'hui aussi, j'ai le plaisir de vous annoncer plusieurs cours liés au DELF-DALF et des ateliers liés à la conversation, au cinéma et à la littérature. Et Vincent, je vais prendre quelques minutes de partager les cours avec nos participants. Okay. So guys, all those who are keen to join our courses, just taking you through our website so that you know how to navigate it. If you go on our website, on the home page, you just have to click on Learn French Online. And il y en a plusieurs de cours ici. I would request Vincent, if you could just tell our participants about the course that we're starting on 14th of September and 15th of September. We are going to have a DELF B2 and a DELF C1 course starting from September 14th onwards. So Vincent, can you please tell us what exactly are you going to do this in the program, and how are they going to score good doing this course with you? Alors, bonjour tout le monde déjà. C'est un plaisir de vous avoir tous ici avec nous aujourd'hui. Comme vous voyez sur l'écran ici, on a des cours qui vont commencer à partir du 14 et du 15 septembre pour préparer les examens B2 et les examens C1. D'accord? Donc ici, on a des cours qui vont être de 45 ou de 50 heures. On va travailler tout ce qui est possible de travailler pour avoir votre examen DELF ou votre diplôme DELF. Beaucoup de compréhension orale, beaucoup de compréhension écrite. Et en classe, on va faire production écrite de l'examen avec les explications, comment ça fonctionne, comment vous devez faire pour avoir le maximum de points le jour de l'examen. Vous faites les productions écrites à la maison, on les regarde en classe, on les corrige, on évalue ce qui est bien, on évalue ce qui est à améliorer aussi, puisque c'est l'objectif. Et pour les productions orales, c'est la même chose. On voit tous les thèmes de l'examen possibles, comment on peut les traiter, non? Un petit peu comment on peut présenter les idées, trouver les problématiques, non? Puisqu'on va en parler aujourd'hui. Et en classe, vous présentez des productions orales, on fait les débats, on évalue ce qui est bien et on évalue bien évidemment ce qu'on peut améliorer ici. Bien évidemment, on voit tous les thèmes de l'examen, on voit toute la grammaire nécessaire pour l'examen, que ce soit en production écrite ou en production orale. Et bien sûr,
on évalue aussi, on regarde tout le vocabulaire possible, que ce soit pour les activités de compréhension ou pour les activités de production. Donc ça, c'est vraiment des cours qui sont très complets ou avec un niveau B1 avant de commencer le cours. Vous faites le cours et vous pouvez vous présenter à l'examen du B2 et avoir votre diplôme B2. Si vous avez le niveau B2, ben, vous faites le cours C1 et donc on voit grammaire, vocabulaire, comment fonctionne l'examen. C'est un cours complet, donc vous n'avez pas besoin d'avoir le niveau B2 pour faire le cours B2. Non, c'est un cours qui est destiné aux élèves qui ont le niveau B1 et qui veulent obtenir le B2. Et pour le niveau C1, c'est un cours pour des élèves qui ont le niveau B2 et qui veulent avoir le niveau C1. D'accord? Vous verrez après un petit peu la présentation, vous présentera d'autres cours qu'on a pour les gens qui ont envie d'avoir leur diplôme C2, par exemple. On a beaucoup de possibilités avec Indo-French. Il y a plein d'horaires disponibles, il y a plein de possibilités. Donc, que vous ayez votre examen en septembre ou en décembre, vous pouvez faire un petit cours pour être sûr d'arriver bien préparé à l'examen. Non? Merci, merci Vincent. Avec plaisir. Et les participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de Q&A ou dans le chat, mais on préfère dans la boîte de Q&A, the question answer section. And I think without any further ado, I request Vincent to start our webinar. And all the best, and looking forward to see everyone again after a few minutes. And we'll interact towards the end for the Q&A. Thank you. Magnifique. Bien. Alors, les gens, je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent actuellement. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur la problématique pour le DELF B2. Alors, je vais partager mon écran. Si jamais vous voyez que je parle trop vite, écrivez un message, dire Vincent, vous parlez trop vite, on ne comprend rien. Et vous inquiétez pas, je répète ou je réexplique avec grand plaisir. Donc, à l'attaque, c'est parti, motivez tout le monde. Alors, pour le DLP2, la problématique, aujourd'hui, objectif, on va faire 3 parties. D'accord? Première partie qui est à destination des élèves, des candidats à l'examen, qui est donc, qu'est-ce que c'est qu'une problématique? C'est quoi? Et deuxièmement, comment on trouve la problématique dans l'épreuve de production orale du DELF P2. Okay? On aura une toute petite pause et ensuite on fera une deuxième partie à destination des professeurs qui enseignent le DELF pour les aider un petit peu. Mais j'invite les élèves à rester, bien évidemment, parce que c'est intéressant pour vous aussi de savoir comment traiter un thème d'examen en classe et comment faire pour que les élèves arrivent à trouver la problématique. Et à la fin, on aura une petite session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, pendant la présentation, utilisez la petite section questions-réponses, posez vos questions et à la fin, j'essaierai de répondre aux questions de tout le monde, que ce soit des élèves ou que ce soit des professeurs. Alors, première partie, c'est quoi une problématique et comment on trouve la problématique dans l'épreuve de production orale. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une problématique? La problématique, c'est une question. D'accord? Obligatoirement, c'est toujours une question. C'est une réflexion. D'accord? C'est une réflexion que vous pouvez vous faire après avoir lu un article qui traite d'un problème de société. Vous pouvez donc avoir une problématique sociale, environnementale, éducationnelle, professionnelle, familiale, etc. Majoritairement, on va dire que vous avez ces 5 grands thèmes. Problématique sociale, donc la vie en société, problématique environnementale, puisqu'on parle beaucoup de l'écologie et de l'environnement. Problématique éducationnelle en ce qui concerne l'éducation des enfants ou des citoyens. Problématique professionnelle, donc au travail, et problématique familiale à l'intérieur de la famille, donc, puisque ce sont globalement les 5 grands thèmes pour l'examen B2, également pour l'examen C1 et C2.
Alors, cette problématique, elle va vous servir à parler d'un problème en exposant vos arguments dans l'objectif de répondre à cette question, répondre à cette problématique. Donc, dans le DELF B2, pour la production orale, on commence avec la problématique et l'objectif final de votre exposé, de votre argumentation, c'est donc de répondre à la problématique, de répondre à cette question que vous-même, vous avez créée. OK? Alors, généralement, en règle générale, c'est plus facile de poser une question fermée. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas obligatoire. Vous verrez, je vais vous montrer différentes problématiques après, mais c'est beaucoup plus facile pour vous de réaliser une question fermée. Une question fermée, ça veut tout simplement dire que la réponse est oui ou non. Ça va être plus facile pour vous, si vous avez une question fermée, de pouvoir présenter des arguments positifs et négatifs. Alors, avant que vous posiez la question dans le chat, oui, vous devez présenter et des arguments positifs et des arguments négatifs pour répondre à la problématique. Très important tout le monde, vous devez présenter la problématique à l'évaluateur le jour de l'examen. D'accord? Avant de commencer votre exposé, vous devez présenter la problématique que vous avez trouvée avec l'article. Alors, quelques exemples de problématiques, uniquement pour vous donner une petite idée. Est-ce que les énergies renouvelables sont réellement une solution au réchauffement climatique? Problématique environnementale. L'égalité homme-femme est-elle vraiment possible dans notre société? Problématique de société, problématique sociale. Donc, est-ce que les jeux vidéo sont négatifs pour les enfants? Ici, ce serait problématique sociale, familiale ou éducationnelle. On peut l'avoir de différentes manières. Doit-on éliminer les manuels de classe papier et les remplacer par des tablettes? Problématique éducationnelle, mais sociale également. Est-il possible d'avoir un système de transport en commun qui soit totalement gratuit pour tout le monde? Problématique sociale. Alors, ces problématiques, elles sont inventées. C'est moi qui les ai inventées pour ce webinaire. La vôtre, elle va dépendre du thème d'examen que vous avez choisi. En fonction du thème d'examen que vous avez choisi, vous aurez une problématique sociale, environnementale, éducationnelle, professionnelle, familiale ou autre. C'est possible qu'il y ait d'autres thèmes possibles, mais ces 5 grands thèmes en général, ce sont les principaux. Comment trouver ou définir la problématique? Comment on fait pour trouver la problématique? Alors, simple, vous avez 2 possibilités, d'accord? Le jour de l'examen, vous avez 2 possibilités. Premièrement, et en général, de plus en plus avec les évolutions du DELF, en général, la problématique est tout simplement le titre du texte que vous avez choisi. Ici, par exemple, on a un thème d'examen. Et vous avez un titre, est-ce que le travail, c'est le bonheur? Oui, non. Votre problématique, elle est là. D'accord? Vous n'avez pas à chercher d'autres problématiques ou à vous compliquer la vie. D'accord? En règle générale, actuellement, sur 10 thèmes d'examen, vous avez 8 thèmes d'examen qui ont le titre comme problématique. Excusez-moi. Donc, le jour de l'examen, quand vous regardez un petit peu le thème de l'examen, si vous voyez que vous avez un thème de l'examen qui est une question, le titre, choisissez ce thème. C'est beaucoup plus facile. Vous avez la problématique, vous lisez le document pour savoir un petit peu de quoi ça parle et après, vous pouvez commencer à trouver des arguments. Des arguments qui sont repris du texte et des arguments personnels que vous utilisez pour pouvoir répondre à la problématique. Donc, c'est relativement simple de trouver la problématique. Deuxième cas de figure, la problématique n'est pas visible et ça va être à vous de la définir, de la trouver. Exemple de thème d'examen, vous avez un titre, femme et guerre, la course d'obstacles. Un obstacle, c'est comme une difficulté, d'accord, et la course, vous avez un titre qui vous donne une indication sur le thème du document
mais qui n'est pas une question. Donc, ce n'est pas réellement une problématique. Ça va être à vous de trouver la problématique. Alors, différentes manières de le faire. Premièrement, vous vous posez les questions suivantes. Quel est le problème dont on parle dans cet article? Si vous regardez, ici, on va sûrement nous parler du problème que les femmes ont pour avoir une carrière professionnelle. D'accord? Donc, ça va vous aider à trouver la problématique. Autre question possible, pourquoi, pour quelle raison l'auteur de cet article souhaite nous parler de ce thème? En règle générale, tous les articles qu'on vous présente le jour de l'examen parlent d'un problème. Quel est ce problème? Ce problème, c'est la problématique, c'est la question. C'est donc à vous de définir ce problème. Ou encore, vous pouvez chercher la problématique à l'intérieur du document. Alors, il est possible que l'on vous pose des questions à la fin de l'article pour vous faire réfléchir à une problématique ou pour vous aider à définir une problématique. Donc, ou vous vous posez les questions suivantes pour définir quelle est la problématique du document, ou, autre possibilité, à l'intérieur du document, vous cherchez des questions qui sont posées et qui vont vous aider à définir la problématique. On regarde les deux exemples. Premièrement, j'ai lu le document, j'ai lu le titre, ici, je peux me faire les problématiques suivantes. Est-il plus difficile pour les femmes de trouver du travail? Tout simplement. Est-ce qu'il y a des limitations pour les femmes et leur carrière professionnelle? Les femmes ont-elles les mêmes opportunités que les hommes dans leur carrière? Si vous regardez ces trois problématiques que je vous présente, ce sont toutes des questions fermées. Est-il plus difficile pour les femmes de trouver du travail? Oui ou non. Est-ce qu'il y a plus de limitations pour les femmes dans leur carrière professionnelle? Oui ou non. Est-ce qu'elles ont les mêmes opportunités que les hommes? Oui ou non. Et ces trois problématiques, elles sont correctes. D'accord? Vous pouvez utiliser ces trois problématiques, une des trois, pour présenter votre exposé. Deuxième cas de figure, vous regardez dans le document et vous cherchez une question à l'intérieur du document. Mais si vous regardez ici, à la fin du document, vous avez des questions. Les Françaises, donc les femmes françaises, manquent-elles réellement d'ambition ou n'ont-elles simplement pas envie de tout sacrifier à leur boulot? Ici, vous voyez, on pourrait utiliser ces questions comme problématiques. D'accord? Si vous regardez, les Françaises manquent-elles réellement d'ambition? Oui. Non, c'est une question fermée. Et donc, c'est une question que vous pouvez facilement utiliser pour présenter votre problématique et donc votre exposé. Et on pourrait faire cette question. Est-ce que les Françaises n'ont pas les mêmes ambitions que les hommes pour leur carrière professionnelle? Par exemple. OK? Donc, vous voyez ici, il n'y a pas une seule problématique par document, mais un grand nombre. Ça veut dire qu'il n'y a pas une problématique par document. Vous avez 10 ou 20 problématiques possibles par document. Donc, ne vous limitez surtout pas avec cette problématique. Et rappelez-vous toujours, tout le monde, que la problématique, c'est le point de départ de votre exposé argumenté. D'accord? Alors, pour faire un petit résumé. Problématique, première possibilité, où c'est le titre de l'article, d'accord? Et donc, vous réutilisez tout simplement le titre de l'article. Ou alors, vous devez vous poser les questions de savoir quel est le problème dont on parle dans ce document. Ce sera votre problématique. Ou troisième possibilité, à l'intérieur du document, voir quelle est la problématique qu'on me propose sous forme de questions. Donc réellement, si vous y pensez, c'est très simple de trouver la problématique. Ou on vous la donne, ou elle est à l'intérieur du document, ou vous vous posez les questions de savoir pourquoi on me présente cet article et vous avez la problématique. C'est aussi simple que ça. Alors ça, c'est terminé pour notre première partie qui était destinée aux élèves, ici de savoir un petit peu comment trouver la problématique pour le DLP2, pour la production orale. Okay. Maintenant, on va passer un petit peu à
la partie destinée aux professeurs, d'accord, qui est de savoir comment aider les élèves à trouver la problématique. Bien évidemment, si vous êtes élève ou candidat, je vous invite à rester parce que je vais vous montrer beaucoup d'autres problématiques et je vais vous montrer beaucoup d'autres documents, textes et des thèmes d'examen. Ça va, c'est clair? Super. Je vois qu'il y a des personnes qui commentent. Magnifique, super. Tiens, Bijal, je te passe la parole. There are few participants who have sent me a message asking if this can be done more in detail. So just to tell you, I just mentioned before a while, Vincent is going to take a course of 10 hours to prepare you for the B2 and C1 exam if you're planning to give the exam, or you just need a little bit of revision with him. He's planning to take up a course, very graciously is accepted to do that for us. So Vincent, can you just tell the participants in this 10-hour preparatory course, what exactly can they learn from you? Est-ce que m'entend? Oui, on m'entend. Alors, ici, aujourd'hui, on vous montre uniquement comment trouver la problématique, donc comment définir la problématique pour vous aider un petit peu à avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce que ça veut dire la problématique, tout simplement. À partir de la semaine prochaine, dans 10 jours, on va commencer des petits cours qui sont des cours de 10 heures, très, très intensifs. L'objectif de ces cours, ça va être de vous montrer les thèmes de la production orale et les thèmes de la production écrite, comment trouver la problématique dans ces documents et comment présenter votre exposé. C'est-à-dire, j'ai un document, quelle est la problématique, quelles idées je dois présenter en fonction de cette problématique, comment je présente mon exposé et comment je fais le débat avec l'évaluateur en suivant. Et donc là, il y aura beaucoup d'exercices pratiques avec moi pour pouvoir pratiquer donc très spécifiquement les thèmes d'examen à l'oral, mais également les thèmes d'examen à l'écrit, c'est-à-dire avec la consigne de l'examen écrit. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une lettre formelle? Est-ce que je fais un message sur un forum? Quelle est la mise en page? Quelle formule j'utilise? Comment on présente un argument? Comment on présente un exemple? Au final, comment on fait pour argumenter en français? Puisque et la production orale et la production écrite, que ce soit pour le niveau B2 ou pour le niveau C1, c'est toujours de l'argumentation. C'est pour cette raison qu'on vous présente toujours des problèmes de société, donc des problématiques. Et moi, mon travail un petit peu pendant ces cours, c'est de vous montrer des exemples de voilà comment on répond à cette problématique. Et après, c'est à vous de le faire. Vous le faites avec moi et on évalue les choses qui sont bien et les choses que l'on peut améliorer. Dans ces cours de 10 heures intensifs, majoritairement se focalise sur production orale et production écrite. Bien évidemment, on vous envoie des exercices de compréhension orale et de compréhension écrite et on prend au minimum une classe pour pouvoir faire un petit point sur comment ça fonctionne la compréhension orale, comment ça fonctionne la compréhension écrite, les techniques pour marquer le plus de points et bien sûr, on vous donne des exercices à faire à la maison, on les corrige en classe, on voit un petit peu comment ça s'est passé. On vous donne plein de sites web pour pouvoir travailler les compétences où vous avez le plus de difficultés entre les classes. Donc ici, c'est plus, on ne va pas forcément travailler la grammaire ni le vocabulaire de l'examen. Ça, c'est plutôt pour des personnes qui sont inscrites à l'examen de septembre et qui veulent vraiment savoir bien qu'est-ce qu'ils vont devoir faire le jour de l'examen, qui est aucune question, aucun doute que le jour de l'examen, c'est OK, j'ai tant de temps pour pouvoir faire telle activité, je sais exactement ce que je dois faire en premier, en deuxième, en troisième, toute la méthodologie de l'examen et comment marquer le plus de points, puisque l'objectif, c'est d'avoir votre diplôme. Donc, c'est des cours qui sont très intensifs, très focalisés sur la production, mais on voit les 4 parties de l'examen, bien sûr. Thank you so much. Avec plaisir. Nishank, you have asked a question, I think, which Vincent has just cleared. So for the 50-hour program, we are going to deal with all the 4 competencies in detail. And for the 10-hour preparatory course, our main focus is going to be production écrite and oral,
but Vincent loves all the participants so much that he's going to do a bit of comprehension écrite and oral just to touch base before the exam. Thank you. And if you have any questions, you can please put it up in the Q&A section. Over to you, Vincent. OK, super, parfait. Donc, maintenant, la deuxième partie un petit peu de cette activité aujourd'hui, elle est dédiée un petit peu aux professeurs pour vous aider avec vos élèves. Si vous êtes professeur et que vous avez des groupes d'élèves, par exemple, qui veulent préparer un examen du B2, je vais vous montrer comment on peut faire, comment on peut aider les élèves, puisque l'objectif, c'est ça quand même, de aider au maximum les élèves à savoir comment traiter un thème d'examen en classe, un thème de production orale, bien évidemment, et comment faire pour que les élèves arrivent à trouver la problématique, puisque c'est votre objectif quand même. Alors, comment on traite un thème d'examen en classe dans la production orale du TELF B2? En général, que ce soit pour des élèves de cours particuliers ou pour des groupes, c'est important pour vous que vos élèves aient lu l'article avant d'arriver en classe. Pourquoi? Parce que lire l'article en classe, ça n'a aucun intérêt. On perd du temps. Tous les élèves, ils ont un rythme d'apprentissage qui est totalement différent, un rythme de lecture différent, un rythme de compréhension différent. D'accord? Donc, on veut donner un thème d'examen à nos élèves, qu'ils le lisent à la maison et qu'ils arrivent en classe avec un petit peu une bonne idée de quel est le thème de l'article. Une bonne activité, c'est de leur demander de présenter leurs problématiques à tous les élèves, puis de faire une liste de toutes les problématiques que les élèves ont présentées pour chaque article traité en classe. D'accord? Donc, si je prends un article et je demande à mes 10 élèves de trouver la problématique, obligatoirement, je vais avoir des problématiques similaires, mais je vais également avoir des problématiques différentes. Donc, on demande aux élèves de présenter la problématique et on fait une petite liste pour comparer toutes les idées. Très important, tout le monde, que vous soyez élève ou que vous soyez professeur, il n'existe pas de mauvaise problématique. Ça n'existe pas une mauvaise problématique, d'accord? Une problématique, c'est une question, donc un débat que l'on va pouvoir faire en classe. Donc, il n'y a pas de mauvaise problématique. Il y a des problématiques qui sont de meilleure qualité parce qu'elles vont être plus faciles à traiter. Et il y a des problématiques que l'on va avoir plus de difficultés à traiter. Mais si vous avez un élève qui vous présente une problématique, jamais lui dire « Ah, cette problématique, elle ne fonctionne pas ». Non, toutes les problématiques fonctionnent, mais elles fonctionnent plus ou moins bien. D'accord? Et si vous êtes professeur, c'est super important, quand vous donnez un article à vos élèves, de vous-même avoir lu l'article, bien évidemment, et d'avoir cherché au minimum 3-4 problématiques différentes pour qu'ils se fassent une idée un petit peu plus large des possibilités en ce qui concerne les problématiques possibles. Très important. On fera bien attention, il faut faire attention à bien faire comprendre aux élèves que les problématiques posées sous forme de questions ouvertes, il y a une faute de question, il devrait y avoir un S. Elles sont plus dures à traiter, mais pas impossibles. C'est la même chose que je vous ai dit avant. Non? Donc, toutes les problématiques sont bonnes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mauvaises problématiques. En général, c'est plus facile que les problématiques soient sous forme de questions fermées, où la réponse est oui ou non. Si vous avez une problématique sous forme de questions ouvertes, par exemple, pourquoi? Non, si vous commencez votre problématique par pourquoi, ça va être plus dur à traiter. Donc, c'est important de dire à vos élèves et de leur répéter le plus souvent possible. Quand vous êtes en classe avec vos élèves, une fois que les problématiques elles sont formulées, il faudra les évaluer. Il faudra évaluer si les arguments présentés répondent à la problématique, à la question. Que vous soyez élève ou que vous soyez professeur, rappelez-vous bien d'une chose très importante. La problématique vous sert à présenter des arguments, des idées et des exemples. Les arguments de vos élèves doivent répondre à la problématique. Si je présente une problématique et beaucoup d'arguments, mais les arguments ne répondent pas à la problématique, ça n'a aucune utilité. Tout ce que je vais présenter pendant mon exposé
est destiné à répondre à la problématique. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez faire comprendre à vos étudiants et c'est quelque chose dont vous devez faire très attention quand un de vos élèves présente un exposé. Et en ce qui concerne la quantité de thèmes à traiter, personnellement, moi, en général, je fais préparer un seul thème d'examen à mes élèves par classe. Au maximum, d'accord, vous pouvez faire préparer 2 thèmes d'examen par classe, mais pas plus, parce que sinon, si vous avez trop de thèmes d'examen, ça fait trop de problématiques, ça fait trop de contenu, trop d'arguments, trop d'idées, et c'est pas clair pour vous et c'est pas clair pour vos élèves. Donc attention à ça. Alors, comment faire pour que les élèves arrivent à trouver la problématique? Tout simplement, ce que j'aime bien faire, moi, c'est avec un thème d'examen comme ça, les robots sauveront-ils l'humanité? Vous avez un texte. Alors ici, vous voyez, la problématique, c'est le titre du document. Les robots sauveront-ils l'humanité? Oui ou non? On a une question, c'est notre problématique, on ne se préoccupe plus de rien. Donc, vous pouvez leur proposer différentes problématiques et leur faire choisir celle qui leur semble la plus pertinente pour le thème présenté. Alors, par exemple, pour ce thème des robots et de l'humanité, voici 4 problématiques que je présenterai à mes élèves. Doit-on avoir peur des robots? Les robots sont-ils le futur de l'humanité? Avec l'accent interrogatif. Pourquoi les robots sont dangereux pour l'homme? Les robots sauveront-ils l'humanité? Alors, ce n'est pas obligatoirement parce que vous avez la question ici que c'est l'unique problématique. On l'a dit, il y a beaucoup de problématiques possibles avec un seul thème d'examen. Donc, vous pouvez leur présenter ces 4 problématiques et leur demander, selon vous, quelle est la meilleure problématique ou la problématique la plus simple. Normalement, la majorité de vos élèves, ils vont vous dire la dernière, non? Les robots sauveront-ils l'humanité? C'est le titre du texte. Oui, bien évidemment, c'est la plus simple. Ensuite, par exemple, doit-on avoir peur des robots ou les robots sont-ils le futur de l'humanité? Ce sont 2 problématiques qui sont relativement simples pour pouvoir présenter des arguments et des exposés, puisque ce sont des questions fermées, où la réponse est oui ou non. La troisième ici, pourquoi les robots sont dangereux pour l'homme? Est-ce que c'est une bonne problématique? Plus ou moins. Ce n'est pas une mauvaise problématique. Quel est le problème de cette problématique ici? La question est ouverte. Pourquoi les robots sont dangereux pour l'homme? Ça va être plus difficile avec cette problématique de présenter des arguments. Ici, par exemple, si vos élèves choisissent cette problématique, vous devez leur faire comprendre que leur exposé aura une construction qui sera différente. Mais pourquoi les robots sont dangereux pour l'homme? Pour telle, 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 telle raison. Donc, on va présenter, par exemple, 3 ou 4 arguments qui répondent à cette question. Mais si vous posez une question avec pourquoi, ensuite, vous devez proposer des solutions à ce problème. Et donc là, ça peut être un petit peu plus difficile pour les élèves de chercher des solutions à ce problème. Pourquoi les robots sont dangereux pour l'homme? Personnellement, je pourrais trouver des idées, des arguments, mais ce serait plus difficile pour moi de trouver des solutions à ce problème. Alors qu'avec les autres, ce sera beaucoup plus facile. Est-ce qu'on doit avoir peur des robots? Oui, pour telle, telle, telle raison. Non, pour telle, telle raison. Et après, dans la conclusion, je décide si oui ou non, je dois avoir peur des robots, par exemple. Alors, autre possibilité pour faire que les élèves arrivent à trouver la problématique. On peut leur demander de formuler 3 problématiques, puis qu'ils décident et qu'ils expliquent laquelle est la plus pertinente et pourquoi. D'accord? C'est une activité qui est plus difficile pour vos élèves. C'est une activité, ça par exemple, que vous ne faites jamais à la première classe. À la première classe, c'est toujours le professeur qui va proposer des problématiques et qui va demander aux élèves de choisir la bonne. Au bout de certaines classes, vous pouvez demander à vos élèves de présenter plusieurs problématiques parce qu'ils auront un petit peu l'habitude de traiter des problématiques et donc ils auront plus facilement des idées de problématiques. Et avec ces différentes problématiques, leur demander, tiens,
qu'est-ce que tu penses, toi, par exemple, entre ces trois problématiques, quelle est celle qui va être la plus facile à traiter le jour de l'examen et pourquoi? Et donc, les élèves, grâce à cette activité, ils vont devenir pertinents. Ils vont eux-mêmes, avec différentes possibilités qu'ils ont créées, choisir le jour de l'examen comment je peux me faciliter l'exercice et choisir la bonne problématique. Ben, voici par exemple un thème d'examen. Ici, on vous dit le titre, c'est langue en danger. Donc, on ne sait pas exactement quelle est la problématique. À l'intérieur du document, il n'y a pas de question. Et donc, sur un document comme ça, ce serait à l'élève de trouver la problématique. Donc, sur un thème d'examen comme ça qui est plus difficile, parce que le titre n'est pas la problématique et à l'intérieur du texte, vous n'avez pas de questions, ça, c'est une excellente activité à faire quand vos élèves, ils ont bien compris la méthodologie. Et voici, par exemple, des problématiques que pourraient présenter les élèves. Les langues sont-elles en danger? Quelles langues sont en danger de disparition? Pourquoi les langues sont-elles en danger? D'accord? Alors, si vous avez un élève qui vous pose ces trois problématiques, en général, s'il a bien compris la méthodologie, lui-même devrait dire, ben, la problématique la plus simple, c'est les langues sont-elles en danger? Pourquoi? Parce que la numéro 2, quelles langues sont en danger de disparition? C'est une problématique, mais réellement, la réponse à cette question, c'est quoi? Ben, cette langue et cette langue. Donc, ça ne va pas forcément motiver le débat ou vraiment être un exposé argumenté. La troisième, pourquoi les langues sont-elles en danger? C'est une problématique qui est quand même un petit peu meilleure parce que on va réussir à trouver des arguments, des idées et des exemples pour expliquer pour quelles raisons les langues sont en danger, mais on va avoir des problèmes à la fin pour présenter des solutions à ces problèmes. Donc, normalement, vos élèves devraient décider que la première, c'est la meilleure. OK? Alors, une chose très importante pour tous les professeurs. Euh, ce qui est clair pour vous ne l'est pas pour vos élèves. D'accord? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler de la problématique pour l'examen du DELF B2. Peut-être que parmi les participants, c'est la première fois que vous entendez parler de la problématique. C'est pour cette raison que la première chose que j'ai fait aujourd'hui pendant ce webinaire, ça a été d'expliquer qu'est-ce que c'est une problématique. La problématique, c'est une question. C'est une question fermée pour pouvoir après présenter un exposé argumenté et répondre à cette problématique. Donc, quand vous enseignez la méthodologie de l'examen à vos élèves, vous devez toujours faire attention à être le plus clair possible et c'est la raison pour laquelle il faut toujours répéter la méthodologie avant de faire une activité et la faire répéter par vos élèves avant de commencer une activité. En général, dans mes cours, je vais souvent demander à mes élèves, tiens, rappelez-moi comment ça se passe le jour de l'examen, combien de thèmes d'examen on vous propose, combien de temps vous avez pour préparer votre exposé, comment ça se passe l'exposé, quelle est la première chose que vous allez faire, parce que pour moi, c'est très clair, c'est mon travail. Mais pour mes élèves, peut-être que ce n'est pas très clair. Donc, c'est important de voir et de savoir si vos élèves, ils ont bien compris comment ça fonctionne l'examen, comment c'est la problématique, qu'est-ce que c'est un argument, comment on présente un argument et les différentes parties, bien évidemment, de l'examen pour la production écrite ou orale ou pour la compréhension écrite ou orale. OK? Bien. Ben, maintenant, si ça vous intéresse, on va répondre à toutes vos petites questions sur la problématique du DELF B2, que vous soyez candidat ou que vous soyez professeur. N'hésitez pas à aller sur la petite section questions-réponses. Posez toutes les questions que vous voulez. Avec grand plaisir, je réponds à toutes vos questions. OK? Alors, tiens, voyons Euh, voir. oui, il y a Isis Kamel qui a posé une question. Comment on peut argumenter d'une façon plus claire et plus simple? La réponse est dans la question. La réponse, c'est une excellente question, bien évidemment.
Ben, comment argumenter clair et simplement? Tout simplement en présentant des arguments qui sont clairs pour la personne qui vous écoute et deuxièmement avec des exemples clairs et simples. Argumenter, c'est très simple, c'est présenter une idée, expliquer pourquoi votre idée elle est positive ou négative et donner un exemple. C'est aussi simple que ça. C'est ça, argumenter. Je présente une idée, j'explique pourquoi je pense ça et je donne un exemple pour illustrer mon idée. Donc, clairement, simplement et surtout de manière la plus compréhensible possible pour votre interlocuteur. Rappelez-vous que le jour de l'examen, euh, vous faites un monologue, d'accord, pendant 5, 7 minutes. Et c'est compliqué de faire ça, non? C'est compliqué dans une langue étrangère de parler tout seul pendant 5 ou 7 minutes. Donc, vous devez respirer, vous devez avoir bien préparé vos idées, vos arguments avant, vous devez avoir bien préparé quel connecteur je vais utiliser pour cette idée ou pour cette idée. Et donc, que les arguments que vous allez présenter, ils soient très clairs pour vous et donc très clairs pour l'évaluateur. Merci. Et Ala, Eslam a posé une question. On doit présenter combien d'arguments? C'est très variable. En général, ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité de vos arguments qui est importante. Si vous présentez 10 arguments qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas expliqués, qui n'ont pas d'exemple, ça n'a aucune utilité. Si vous présentez 4 ou 5 arguments qui sont clairs, bien expliqués et chacun avec un exemple, ben ça va être vraiment valorisé. Donc, réellement, je pense que le minimum, c'est 3 arguments, mais il faut vraiment que ce soit des arguments qui soient très clairs, très expliqués, peut-être avec 2 ou 3 exemples par argument. Moi, je vous recommande plutôt d'avoir 4 ou 5 arguments. Mais, comme je viens de dire, des arguments avec les explications et des arguments avec les exemples. Okay? Bien évidemment, ça dépend des thèmes d'examen. Vous allez avoir des thèmes d'examen qui vont être plus faciles, vous allez avoir plus d'idées parce que peut-être que vous l'avez vu en cours avec votre professeur, et vous allez avoir des thèmes d'examen qui sont plus difficiles, plus subjectifs, et donc c'est plus difficile de présenter des arguments. Et ne vous inquiétez pas, les évaluateurs, on prend tout ça en considération. Okay. Et à quel point mes arguments doivent être comme il faut? Si mon point de vue est différent et je peux le prouver, ce sera une faute ou non? Non, jamais, jamais. Rappelez-vous, c'est de l'argumentation. Donc, vous pouvez être totalement en accord ou en désaccord. Vous avez le droit d'avoir l'opinion que vous voulez. D'accord? Réellement, vous allez voir ça dans le débat, dans la deuxième partie, quand l'évaluateur va vous poser des questions. Mais ce n'est pas du tout négatif d'être contraire à l'opinion de l'évaluateur. Non, non, il n'y a aucun problème. La seule chose que vous devez faire, c'est que si vous avez une opinion contraire, vous devez être capable de défendre vos arguments. C'est-à-dire, je pense ça pour telle raison et je donne un exemple encore. Non, c'est toujours la même technique. Et donc, on va évaluer, nous, si vos arguments ils sont pertinents. Je vous donne un exemple d'argument qui serait très mauvais ou d'explication qui serait très mauvaise. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube qui dit le contraire. Ça n'a aucune utilité. Vous êtes en train de nous parler d'une vidéo, je ne sais pas quelle est la vidéo. Vous avez vu une vidéo sur YouTube. Elle a été présentée par qui? Dans quel objectif? Une vidéo qui dit le contraire. Mais qu'est-ce qu'elle dit exactement, la vidéo? Donc, vous voyez, ça, c'est un type d'argument dans le débat que vous ne pouvez pas utiliser parce que ce n'est ni précis, ni expliqué, ni détaillé. D'accord? Par contre, si vous dites que vous avez lu une enquête présentée dans tel journal et qui dit très précisément ça, ça et ça, là, par contre, ça, c'est un argument qui est valable et on va valoriser votre capacité à défendre vos arguments. J'espère que ça répond à vos questions. Et Anastasia a posé une question. Comment distinguer le thème et la problématique? Oh, c'est très simple. Déjà, premièrement, vous ne devez pas du tout vous stresser
entre la différence thème, problématique. Okay, je vous montre un exemple sur ce document que je vous ai présenté. Alors, langue en danger. Quel est le thème de ce document? Ici, on est sur un thème de société, puisqu'on parle des langues en général dans le monde. Quelle est la problématique? Est-ce que les langues sont en danger? OK. Les robots sauveront-ils l'humanité? On est sur quel thème? Par exemple, on peut être sur un thème technologique, on peut être sur un thème de nouvelles technologies, on peut être sur un thème scientifique. Quelle est la problématique? Est-ce que les robots sauveront-ils l'humanité? D'accord? Donc, pour vous faciliter la tâche, quand vous regardez le journal, vous êtes intéressé par différents thèmes, sport, économie, éducation, etc., etc. Donc, le thème, c'est comme une rubrique, une section du journal, alors que la problématique, c'est une question. OK? Et doit-on reformuler la problématique qui se trouve dans le titre ou peut-on l'utiliser comme elle est intitulée dans le titre? Toujours pareil, ne vous compliquez pas les choses. Vous n'êtes pas obligé de reformuler la problématique. Si on vous la donne, c'est pour une bonne raison. D'accord? On vous donne la problématique parce qu'on veut que vous fassiez un exposé sur cette problématique, que ce soit pour le B2, pour le C1 ou pour le C2. D'accord? Pour les 3 niveaux, on vous donne la problématique, on veut que vous utilisiez cette problématique. Vous pouvez la reformuler. Vous pouvez même, si vous voulez utiliser une autre problématique, il n'y a pas de problème. C'est vous qui décidez ce que vous faites. Si vous reformulez la problématique, il faut que la reformulation elle soit claire et compréhensible. Si vous la reformulez mal, on ne comprend pas la problématique et donc on ne sait pas exactement de quoi vous allez parler. Donc, réutilisez la problématique. Si vous utilisez une autre problématique, aucun problème, vous pouvez en utiliser une autre tant qu'elle est sur le même thème que le document et que l'article. OK? Ok, Christelle va savoir, est-ce qu'on peut utiliser dans la production orale les mêmes arguments cités dans le texte déclencheur? Alors, c'est une chose que vous pouvez faire, mais vous devez faire attention. Pourquoi? Parce que vous êtes évalué sur la qualité de vos arguments et explications personnelles. D'accord? Donc, dans les thèmes qu'on va vous proposer, bien évidemment, on va vous proposer des arguments dans ces thèmes, puisque ce sont des articles pour vous faire réfléchir à une problématique. Si vous réutilisez les arguments des documents, vous devez les expliquer, dire est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces arguments, et vous devez ajouter des exemples. Mais obligatoirement, on attend également des arguments qui ne soient pas dans les documents. D'accord? Obligatoirement. La chose à ne pas faire ici, c'est dans votre exposé, uniquement réutiliser des arguments du texte et pas les développer. Parce que là, littéralement, vous n'avez rien fait. Vous avez lu un texte, vous avez dit, oh, je vais récupérer ça et je le présente. Mais nous, les évaluateurs, on a lu le texte, on connaît les arguments du texte. Donc, on veut que vous les développiez. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je ne suis pas d'accord? Est-ce que je pense la même chose que l'auteur ou je ne pense pas la même chose que l'auteur? Est-ce que je suis capable de présenter des exemples pour illustrer ces arguments? Est-ce que je suis capable de présenter des contre-arguments et des arguments personnels? OK? Donc, pour répondre à votre question, oui, vous pouvez les réutiliser. Non, vous ne pouvez pas utiliser uniquement ces arguments et vous ne pouvez pas les utiliser uniquement en les présentant. Vous devez les développer, les expliquer. J'espère que c'est clair. Ravi Tirale, un ami d'Amravati, a posé une question. C'est un doute, je pense. Au cas où, si on ne comprend pas certains mots ou le contexte, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous mettez vos mains sur votre tête comme ça, vous faites oh, et vous criez très fort. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tous les mots du texte. Ce n'est pas un exercice de compréhension écrite. Non, 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 non. D'accord? Vous n'êtes pas ici en train de faire de la traduction de texte ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème. Votre objectif le jour de l'examen, c'est de lire une fois le texte, définir quelle est la problématique et je cherche mes arguments. Le texte, je l'oublie. Si vous voulez, vous pouvez souligner quelques informations dans le texte
que vous allez présenter dans votre introduction, mais ce n'est pas du tout grave et ce n'est pas du tout l'objectif au niveau B2 de comprendre tout le texte. Non, 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 non. On vous donne des articles réels, de la presse réelle, donc obligatoirement, vous n'allez pas comprendre tout le document. C'est parfaitement normal, ne vous inquiétez pas. Tant que vous comprenez la globalité du document et que vous êtes capable de présenter une problématique, c'est génial. D'accord? Donc, pas de stress sur j'ai du mal à comprendre le texte ou quoi que ce soit. De toute façon, le jour de l'examen, quand vous choisissez le thème de l'examen, ça, par exemple, vous voyez, c'est quelque chose qu'on va traiter dans les cours qu'on va faire, qui vont commencer dans pas longtemps. On vous présente vous choisissez 2 thèmes d'examen, vous avez le temps de les lire un petit peu, et donc vous avez le temps de choisir le thème que vous comprenez le mieux, ou peut-être que vous avez travaillé en classe déjà avec nous. Donc, ce n'est pas une activité stressante, ne vous inquiétez pas pour ça. Ça se passe toujours très, très bien. C'est comme une compréhension globale et pas en détail. Ouais, pas précise, exactement. Ouais. Okay. Et c'est la même réponse ici pour qu'est-ce qu'on fait quand on ne domine pas le sujet à traiter. Vous le jetez par la fenêtre et puis vous partez en courant. Si vous ne dominez pas le sujet à traiter, ne choisissez pas ce sujet, tout simplement. D'accord? Vous allez toujours avoir 2 thèmes d'examen. Il y a obligatoirement un thème d'examen qui va être plus facile que l'autre pour vous. D'accord? Obligatoirement. Donc, excusez-moi, dis-moi. So, je pose la même personne. David a encore ajouté la question comme par exemple, on n'a pas assez de bagages culturels pour argumenter. Alors, je pense qu'on peut lier les 2 questions. C'est une excellente réponse, exactement. On va toujours vous présenter des problématiques de la société française. Vous avez des problématiques plus spécifiques, des thèmes spécifiques, et vous avez des thèmes plus généraux, donc comme éducation ou environnement, par exemple, ou travail. Donc, toujours aller vers le thème d'examen entre les 2 que vous devez choisir. Celui déjà, obligatoirement, quand vous lisez les 2, vous allez dire ça, j'en ai parlé en classe avec le professeur, ou ça, j'ai une petite expérience personnelle sur ce thème, donc ce sera plus facile pour moi de parler de ce thème. Ou tout simplement, quand vous lisez les documents, s'il y a un des 2 articles qui a déjà la problématique écrite et que ça vous semble simple, choisissez celui-là. D'accord? C'est pour cette raison qu'on vous fait choisir entre 2 documents. D'accord? Donc, obligatoirement, vous aurez un document plus facile que l'autre. Si, par malheur, vous avez choisi 2 documents et vous ne savez pas comment les traiter, ça veut dire que vous n'êtes pas bien préparé. D'accord? Tout simplement. Là, la préparation et la méthodologie pour pouvoir traiter tous les thèmes de l'examen, c'est super important. C'est pour ça que dans les cours qu'on propose, on vous explique vraiment la méthodologie pour pouvoir traiter n'importe quel thème. C'est-à-dire que même un thème que je ne connais pas, si j'ai aucune idée, comment est-ce que je peux faire un exposé argumenté sur ce document? D'accord? Même si vous n'avez pas le bagage culturel nécessaire, même si vous n'avez pas les connaissances nécessaires, uniquement pour pouvoir être capable de présenter des arguments et pouvoir, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, hein, de toute façon. D'accord? En général, dans les cours qu'on vous propose avec Indo-French Hub, il y a toujours des thèmes d'examen que je vais vous proposer qui sont ultra difficiles. D'accord? Et l'objectif de ça, c'est justement que le jour de l'examen, vous soyez préparé. Avec Vincent, on a préparé les thèmes d'examen les plus durs. Obligatoirement, le thème de l'examen, je vais avoir des thèmes plus faciles. Et donc, ce sera beaucoup plus simple pour vous. D'accord? Parce que nous, les thèmes difficiles, on les traite en classe pour vous confronter à ces difficultés et pour vous dire, quand vous êtes bloqué, qu'est-ce que vous pouvez faire? D'accord? Donc, si vous ne prenez pas de cours de français, vous devez chercher des thèmes d'examen qui sont difficiles et avec la bonne méthodologie, arriver à présenter un exposé d'au minimum 5 minutes sur n'importe quel thème. Maintenant, c'est Sagar, notre ami indien qui est à Strasbourg maintenant. Pourriez-vous nous dire comment traiter les chiffres présentés dans l'article? Ce n'est pas obligatoire, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de présenter les chiffres dans l'article. Vous avez toujours une introduction avant de commencer votre exposé où vous présentez le thème de l'examen, l'article, les informations.
Donc, vous pouvez tout simplement récupérer quelques chiffres, pas tous les chiffres, parce que sinon, ça ne va pas être intéressant du tout. Tiens, voyons voir, est-ce que je peux vous montrer un petit exemple? Est-ce qu'il y avait des chiffres par là ou pas? Tiens, par exemple, ici, on avait quelques petits chiffres, vous voyez, ben, ça, c'est une information qu'on pourrait présenter. Dans le document, on nous dit qu'il n'y a seulement que 27 femmes parmi les 557 administrateurs des 40 plus grandes entreprises françaises. Vous pouvez tout simplement les présenter comme ça, ou vous pouvez les présenter d'une autre manière. Tout simplement dire qu'il y a une infime partie de femmes parmi les 550 administrateurs des 40 entreprises françaises. Donc, vous avez la possibilité de réutiliser exactement le chiffre ou de faire parler le chiffre. Tiens, je vous le mets dans le chat. Si par exemple, dans le texte, on vous dit qu'il y a 33%, vous pouvez dire 33% ou vous pouvez dire un tiers. D'accord? Si dans le texte, vous avez 48% des Français sont favorables, on pourrait dire quasiment la moitié des Français sont favorables. D'accord? Donc, vous avez deux possibilités de le faire. Ou vous reprenez très exactement les chiffres, ou au contraire, vous voulez montrer que vous avez une très très bonne connaissance du français, donc vous présentez les chiffres d'une autre manière. Excusez-moi, il y avait une petite erreur, quasiment. Donc 48%, c'est quasiment la moitié. D'accord? 52%, c'est un peu plus de la moitié. Mais ce n'est pas une obligation. D'accord? Ce n'est pas une obligation. Vous ne devez pas vous compliquer la tâche. L'objectif, c'est toujours faire le plus simple possible. Plus vous faites simple, plus c'est simple pour nous de comprendre ce que vous dites. OK? OK. Et Anvesha, est-ce que complètement interdit d'utiliser les mots en anglais, notamment comme exemple? Par exemple, si je voulais donner un exemple des livres contemporains en anglais, serait-il un problème d'utiliser les titres anglais? Non, parce que vous n'êtes pas des traducteurs. D'accord. Alors, si possible, on évite d'utiliser les thèmes anglais le jour de l'examen, puisque c'est un examen en français. D'accord? Et si un Français vous lui parlez en anglais, il va vous dire, excusez-moi, je ne parle pas anglais. D'accord? Après, si vous êtes en train de me parler d'un film et vous ne connaissez pas le nom du film ou le nom du livre en français, ce n'est pas grave. D'accord? Vous pouvez dire, ben, hier soir, j'ai vu un film au cinéma qui s'appelle Avengers, non, par exemple. Ok, bon, de toute façon, après, vous allez nous expliquer de quoi parle le livre, de quoi parle le film, donc c'est pas trop grave, d'accord? Ce qu'on veut pas, par exemple, que vous fassiez, c'est que si on vous parle de harcèlement, vous utilisiez le mot bullying. Non, parce que les Français, bullying, ça n'existe pas, d'accord? Les Français, on dit harcèlement, et donc vous ne pouvez pas utiliser un mot qui ne s'utilise pas en français. D'accord? Vous ne pouvez pas dire fake news en français. Non, le mot français pour fake news, c'est un fox ou c'est une fausse information. D'accord? Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que vous ne devez pas utiliser les raccourcis, les méthodes plus faciles pour vous faire comprendre. Parce que vous allez avoir des professeurs français qui ne comprennent pas l'anglais ou on va peut-être comprendre parce qu'on parle anglais, mais sur la fiche d'évaluation, on dira mot anglais. D'accord? Ici, il faut vous mettre dans une physionomie où 100% est en français. OK? Bien évidemment, comme on l'a dit, il y a des mots anglais dans la langue française. Parking, sandwich, week-end, tout ça, ce sont des mots anglais. D'accord? Donc ça, oui, parce que ce sont des mots anglais qui sont dans le dictionnaire français. Mais très attention sur les nouvelles technologies, sur tout ce qui est écologie, à ne pas utiliser les mots anglais. D'accord? À dire un post. Non, un post, ce n'est pas un mot français. On dit une publication. D'accord? Poster, non. On dit publier.
D'accord? Parce qu'en français, poster, c'est une carte postale et je vais la poster à quelqu'un. D'accord? Donc, ce n'est pas exactement la même chose. On ne va pas pénaliser énormément, mais on va pénaliser. Parce que ce n'est pas des mots français, ce sont des mots anglais que vous avez francisés. D'accord? Donc, attention à ça. Je vais Et c'est lire. tout. Ah, merci. Et je vais lire deux questions ensemble maintenant. Avec plaisir. Comment doit-on répondre à notre problématique? Il y a des méthodologies comme avantages et inconvénients. Et est-ce que c'est possible pour vous de préciser deux ou trois arguments pour un des sujets que vous avez nous montré, peut-être juste dans une phrase? Ah, dis-moi, dis-moi. Non, non, c'est fini. Vous pouvez. Tu avais une autre question, tu es sûr? Non, c'est les deux choses ensemble. OK. Donc, il y a 1000 manières de répondre tout simplement à une problématique la plus simple. Et si jamais vous avez regardé une de mes vidéos sur YouTube, vous verrez souvent qu'on parle de avantages, inconvénients. Donc, parce que c'est toujours le plus facile. Mais ça peut être tout simplement point positif ou négatif qui est la même chose que inconvénient, d'accord? C'est la méthode la plus simple, puisque tout simplement, ça vous permet de trouver des arguments facilement. Vous pouvez aussi vous positionner, pour ou contre une mesure, d'accord? Présenter des arguments favorables ou défavorables à quelque chose, dire que vous êtes pour telle ou telle raison, que vous êtes contre pour telle ou telle raison. Et on peut aussi présenter quelque chose de plus compliqué, qui est les problèmes avec cause et conséquences de ces problèmes, plus les solutions. D'accord? On va dire que ça, c'est les plus grands cas de figure que vous pouvez avoir. D'accord? Si je voulais rapidement vous montrer un petit thème d'examen. Tiens, je dois ajouter encore une question ici. Avec Où plaisir, doit-on situer notre avis personnel dans la production orale? Est-ce que c'est la fin parce que c'est la même chose que vous expliquez maintenant? Pas de problème, pas de problème. Tiens, je vous donne un exemple ici. Femmes et carrière, la course d'obstacles. Si on prenait l'exemple, est-ce que les femmes n'ont pas les mêmes ambitions que les hommes pour leur carrière professionnelle? Si je voulais répondre oui, les femmes n'ont pas les mêmes ambitions, ben, je pourrais dire tout simplement que les femmes, elles n'ont pas les mêmes ambitions que les hommes parce qu'elles ont cet instinct maternel qui va les pousser un petit peu peut-être à s'occuper plus des enfants. Par exemple, dans ma famille, mon père travaillait et ma mère s'occupait de moi et mon frère. Et donc, obligatoirement, ma mère n'a pas eu les mêmes ambitions que mon père dans sa carrière professionnelle. D'accord? On pourrait dire aussi que ce n'est pas forcément les femmes qui choisissent ça, mais c'est plutôt la société en général qui a tendance à voir les femmes comme des mères et pas forcément comme des chefs d'entreprise. D'accord? Si on prend l'exemple du texte, on nous dit qu'il y a uniquement 27 femmes sur les 550 administrateurs des 40 plus grandes entreprises françaises. Ça veut dire que les directeurs de ces entreprises, ils ne font pas confiance aux femmes. Pour quelles raisons? Ben, peut-être parce qu'ils pensent qu'elles vont être enceintes, donc elles vont être plus souvent absentes tout simplement. Peut-être parce qu'on pense que les femmes sont moins formées que les hommes, ou peut-être parce qu'elles sont moins aptes à prendre des décisions drastiques à cause de la famille, etc., etc. Donc, vous avez beaucoup de différents arguments à présenter. Si on voulait répondre non à cette question, les femmes ont les mêmes ambitions que les hommes. On pourrait prendre l'exemple de femmes qui sont chefs d'entreprise. Tout simplement, regardez Bijal, elle est chef de son entreprise Indo-French Hub. Ça montre que les femmes, elles ont de l'ambition, qu'on peut être une femme, avoir de l'ambition, avoir des employés, diriger une entreprise sans aucun problème. D'accord? Et après, je présenterai d'autres exemples. Alors, la question que tu m'as posée ici, Bijal, à quel moment parler de l'expression personnelle? Vous avez deux possibilités. Ça dépend des thèmes de l'examen. Ça dépend des arguments que vous présentez. Si vous regardez, le premier argument que j'ai présenté, c'était un argument personnel. J'ai parlé de ma famille, mon père, ma mère. Et donc, ici, c'est vraiment un argument très personnel. Okay?
Euh, je pourrais parler d'une manière beaucoup plus générale, d'accord, sans parler de moi personnellement. Et après avoir présenté mes arguments positifs et négatifs, présenter plutôt une partie personnelle. Alors, avant de terminer mon exposé, pour parler plus personnellement, ben moi, dans ma famille, euh, réellement, les femmes n'ont pas les mêmes ambitions que les hommes, parce que c'est une vieille famille française traditionnelle. Et donc, traditionnellement, en France, les hommes travaillent et les femmes s'occupent des enfants. Donc, moi, personnellement, c'est vrai que j'ai toujours vu les femmes avec moins d'ambition que les hommes quand j'étais enfant. Et maintenant, au contraire, je vois les choses totalement différemment. Parce que je travaille avec énormément de femmes et énormément de femmes qui ont beaucoup d'ambition, qui sont directrices d'entreprise. Et donc, ma vision de l'ambition des femmes a changé au cours des années. Oui, moi, je suis habitué à le faire, c'est très simple pour moi. Mais vous voyez, vous pouvez inclure votre opinion personnelle dans les arguments ou la séparer de vos arguments et la mettre avant votre conclusion, par exemple. Ok, quelle est la, je ne sais pas si vous avez des réponses, mais quelle est la probabilité de thèmes qui viennent dans l'examen cette fois? Et aussi, donnez un exemple de thème difficile si vous avez trouvé quelques thèmes difficiles. Il y a beaucoup, beaucoup de thèmes difficiles. La probabilité des thèmes, c'est toujours les mêmes thèmes. C'est les 5 thèmes que je vous ai montrés avant. Éducation, famille, travail, environnement, société. D'accord? C'est toujours, toujours des thèmes focalisés sur ça. D'accord? Éducation, travail, famille, société, environnement. Vous allez toujours, toujours avoir ces 5 principaux thèmes. Des thèmes difficiles, il y en a beaucoup parce qu'il y a dans le thème éducation, il y a beaucoup de thèmes possibles, tout simplement. Non? Dans le thème famille, il y a énormément de thèmes qui sont plus difficiles aussi. Les thèmes qui sont difficiles pour vous ne le sont pas pour d'autres personnes. Ça dépend de votre expérience personnelle. Par exemple, si on prend le thème des langues en danger, moi je suis professeur de langue, c'est un thème qui est très facile pour moi. Mais si j'ai un autre candidat à l'examen qui, lui, est commercial dans une entreprise d'informatique, le thème les langues sont en danger, ça va être un thème difficile pour lui. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas des thèmes difficiles pour tout le monde. Il y a des thèmes difficiles en fonction de votre expérience personnelle, en fonction de la personne que vous êtes, en fonction de la culture générale que vous avez. OK? Si vous considérez que vous avez peu de culture générale, peut-être que vous lisez pas beaucoup la presse, que vous n'êtes pas trop informé de l'actualité, ce sera plus difficile pour vous. Si vous êtes une personne qui est très au courant de l'actualité, qui lit la presse, qui écoute la radio, obligatoirement, ce sera plus facile, puisque tous les thèmes qu'on vous propose, ce sont des thèmes d'actualité dans la presse et dans la radio. OK? Le plan pour l'article informatif est même que l'article argumentatif ou on suit une autre méthodologie? On parle de production écrite ou production orale, là? Elle n'est pas C'est pas mentionnée, précisé? oui, non. De toute façon, il y a une seule réponse à cette question, c'est toujours de l'argumentation. D'accord? Il y a pas de, vous ne faites pas de l'information, vous faites de l'argumentation. Toujours, toujours, toujours. Hein, d'accord? On ne veut pas que vous nous dites, ben, là-bas, ça se passe comme ça et ici, c'est là. Non. Ce qu'on veut, c'est de l'argumentation. C'est je pense que ça, c'est vrai, je pense que ça, c'est faux, je pense que ça, c'est bien, je pense que ça, c'est mal, je suis d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est super, ça, c'est nul. Et j'explique pour quelles raisons. D'accord? Mais on ne veut pas que vous nous présentiez des informations. Ce n'est pas du tout l'objectif. OK? La dernière chose, Irina, mais je pense que vous avez déjà répondu. S'il y a plusieurs problématiques, comment faire la conclusion? Alors, premièrement, s'il y a plusieurs problématiques, c'est pas bien. Il faut une problématique. C'est un problème. Exactement. Vous pouvez présenter 3 problématiques si vous voulez, mais comme vous venez de dire, vous-même, Irina, c'est plus difficile. Comment on fait quand il y a 3 problématiques? S'il y a 3 problématiques, il y a 3 types d'arguments différents. S'il y a 3 problématiques, il y a 3 conclusions différentes. Donc, ne vous compliquez pas les choses. Une problématique, un type d'argument pour répondre à cette problématique, une conclusion pour cette problématique. D'accord? Plus vous présentez de problématiques, plus vous devez présenter d'informations, plus vous devez présenter des conclusions qui répondent à chaque problématique.
Et donc, ça va être plus compliqué pour vous. Si c'est plus compliqué pour vous, ça va être plus compliqué à comprendre pour nous. Si c'est difficile pour nous de comprendre ce que vous dites, votre note obligatoirement elle diminue. Si c'est facile à comprendre ce que vous dites et ce que vous présentez, obligatoirement votre note monte. Et c'est la fin de la question et réponse. Et même les sujets difficiles et compliqués deviennent faciles et intéressants lorsque Vincent les explique ou enseigne. Et merci beaucoup d'avoir présenté ce sujet d'une manière vraiment intéressante, Avec Vincent. plaisir. Et j'espère que tous les participants ont profité. Et si vous souhaitez étudier tous ces sujets en détail, rejoignez-nous pour notre cours qui va commencer bientôt. Et avant de conclure, si on peut parler un peu de notre cours de C2 qu'on va annoncer pour la première fois. Juste un moment, c'est là. OK. So guys, we are very, very happy to collaborate with Vincent to offer you the course for C2. Usually C1 becomes like a final thing and people don't want to go to C2, but we have various inquiries coming from various countries. So we are very, very happy to announce the course of C2. So you have to reach your final summit to sum up your studies of French. So Vincent, I'll request you to just share your points, what exactly that, because few people ask me, why is it for only 20 hours and why not for 40 and 50 hours? So I have told them that it's a very autonomous course, but you need to be guided a bit. So please, if you can go ahead and explain the C2 course to them. Bien sûr, avec plaisir. Donc, l'objectif, en fait, de faire un cours de C2 de uniquement 20 heures, en fait, c'est que à partir du moment où vous êtes arrivé au niveau C1, pour les examinateurs, pour les évaluateurs, il ne va pas réellement y avoir une différence énorme dans la langue que vous utilisez. Puisque quand vous êtes au niveau C1, déjà, ça veut dire que vous parlez très bien français, que vous comprenez bien, que vous êtes capable de faire beaucoup de choses, d'écrire, de parler, de comprendre. Et donc, en fait, le niveau C2, c'est plutôt une différence de méthodologie dans l'examen qui est importante. Et donc, c'est pour cette raison, en fait, qu'on fait un cours uniquement de 20 heures pour travailler majoritairement sur la méthodologie de l'examen. Ce n'est pas forcément un cours où on va travailler de la grammaire ou du vocabulaire, parce que quand vous vous inscrivez à un cours de C2, vous avez déjà une très bonne utilisation de la grammaire, une excellente utilisation du vocabulaire. Et même si vous faites des petites erreurs, c'est pas grave, c'est parfaitement normal. Vous avez vu quand j'écris dans le chat, moi aussi, ça m'arrive de faire des erreurs. Les Français ont fait des erreurs quand on parle, donc c'est pas, on va dire que c'est pas un frein, c'est pas quelque chose qui va nous bloquer et c'est pas quelque chose qui va vous pénaliser grandement. Par contre, c'est vrai que pour le C2, en fait, on a 4 compétences, comme toujours, compréhension orale, compréhension écrite, production orale et production écrite, mais en fait, elles sont mélangées les unes avec les autres. Vous allez avoir une épreuve où vous avez compréhension orale et production orale, qui est une seule épreuve, et vous allez avoir une deuxième épreuve qui est compréhension écrite et production écrite. Et donc, en fait, ce n'est pas difficile, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se présentent au C2, il y a beaucoup de personnes qui ont leur examen C2, mais c'est nécessaire en fait d'avoir une méthodologie et un travail sur cette méthodologie qui est très importante. D'accord? Les thèmes de l'examen, ce sera toujours les mêmes thèmes: santé, éducation, travail, famille, environnement. D'accord? On pourrait avoir un petit peu de thèmes littéraires, mais pas des choses impossibles, puisque de toute façon, c'est pour du large public et ce n'est pas destiné à des élèves littéraires. Bien évidemment, vous avez toujours la possibilité de choisir entre les différents thèmes d'examen que vous voulez. Donc, on va majoritairement se focaliser sur comment ça fonctionne, l'examen du C2. On le fait, on voit ce qui est bien, on voit ce qu'on améliore et de quelle manière on peut l'améliorer. Donc, c'est un cours où on va beaucoup discuter, on va faire des longues écoutes. Il y aura également beaucoup de travail à la maison. Non, c'est pour ça qu'au final, c'est un cours de 20 heures uniquement, parce que à la maison, vous aurez beaucoup de travail à faire pour préparer la classe, pour qu'en classe, on puisse produire le plus possible et donc essayer de vous, comment dire ça, de vous peaufiner comme un beau diamant pour arriver le jour de l'examen et être super préparé. Donc, c'est un cours de 20 heures.
pour se focaliser sur la méthodologie et parce que vous avez beaucoup de travail à faire à la maison au final. Cool. Globalement, c'est ça. So, just to reply to one more question, one person has put up in the chat, vous formez des profs à enseigner CE. So guys, once in a year, we do a training program, which is a 4 to 5 hour training program, which Vincent conducts it. That is for training. If you want to teach your students, so last time we had done it from A1 to B1 level. So we'll be coming up with a program very soon, hopefully in the month of November, where we'll be announcing where you can learn to train your students from maybe A1 to B1 level, and then maybe the higher levels, that is B2, C1. So we'll peut-être on pourrait faire ça sur un week-end, peut-être le premier jour du week-end, A1, A2, B1, et le deuxième jour du week-end, faire le B2, C1 par exemple, ça pourrait être une possibilité, quelque chose de sympa à faire. Ouais. Perfect. So, Gomati, I hope I have replied to your question, and I assume all of you all are on a mailing list and following us on Instagram. So as soon as we post the program, you will be updated about it. And yes, very soon, within a span of maybe 8 to 10 days, I can say please save the date for first week of October. For those who have been always looking for something related to tech, we are coming up again, collaborating with Vincent, and we are coming up with something really interesting. So block your date for first week of October. The details will follow very, very soon. So thank you so much, dear friends. I hope I've taken up all the questions. In case we have missed replying to any one of you, please don't hesitate to write to me or email us. We'll be more than happy to get back to you and reply to you. And those who have asked for the recording, yes, tomorrow in the evening, you'll be receiving an email with the link. In case you don't find it, again, you can get in touch with me. I'll be more than happy to share it with you. And those who are looking forward to join the course, it's always first come, first serve with Vincent, because it's like a house full with him. So please, we wouldn't want you to be disappointed. So do fill the form at the earliest, and I will get in touch with you this coming week. And Vincent, thank you so much for being so patient and very smiling and handling all our queries as usual. Thank you so much. It's a pleasure to work with you. Thank you so much. Merci à toi, Bijal, bien évidemment, à Indo French Hub, et merci à tous les gens qui, le dimanche, sont venus participer, qui sont venus. On espère que ça vous a plu, on espère que ça vous a permis d'éliminer des doutes et des questions. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez plus de doutes, plus de questions, si vous pensez que vous êtes pas totalement clair pour l'examen, envoyez un mail à Bijal pour les cours de B2, de C1, de C2. Je peux vous garantir que ce sont des cours qui fonctionnent. Les gens qui réalisent ces cours, ils obtiennent leur diplôme après. D'accord? Ça peut vous permettre d'avoir le dernier petit push là avant l'examen pour être sûr d'arriver avec toutes les idées claires, avec tous les types d'arguments qu'on peut présenter, les choses qu'on peut faire ou pas. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien dans le chat, d'aller voir un petit peu ce qu'on propose. Et merci d'avoir participé, d'avoir posé plein de questions. On adore vos questions. Cool. Thank you so much, and have a great evening, everybody, and hope to see you soon. Bye. Thank you. Take care. Salut tout le monde, ciao, ciao, bon dimanche, à la prochaine.